Mon invitée cette semaine, c'est Sophonie. On s'est rencontrés à travers une sorte de café des aidants dans lequel elle nous a raconté son histoire très particulière avec ses parents qui vivent à 7000 km d'elle. Donc on va aborder la gestion du quotidien en période de Covid, la difficulté de prendre en charge ses parents à tour de rôle pendant les confinements, tout en travaillant, et puis le sempiternel sentiment d'abandon des aidants, tout ça raconté avec un grand sourire. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à rendre ces moments agréables, mémorables, pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous avons à cœur de vous transmettre toutes les ressources positives et les approches actuelles pour vous soutenir et vous aider. Alors en cliquant dans le descriptif de l'épisode, rejoignez l'univers du groupe Facebook de Sweet Papy Podcast. Ma chère Sophonie, sois la bienvenue dans ce podcast. Je suis vraiment heureuse de te recevoir dans l'univers de Sweet Papy Podcast car tu es aidante de tes parents qui sont actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà, bonjour Anne, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là également. Donc moi, c'est Sophonie, jeune femme de 33 ans. J'ai grandi dans le plus beau département de France, donc la Guyane. Née et grandi là-bas. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que je vis sur Paris. Et je travaille du coup dans le domaine des relations et de la communication dans le milieu associatif. Et en Guyane, tu es originaire d'où ? Je suis née à Cayenne, donc dans la capitale, mais j'ai plus vécu à Matoury, donc c'est une ville qui est à 10 minutes en voiture de la capitale. On va aborder ensemble, si tu veux bien, les problématiques que tu as eues pendant le confinement. Fin 2020, ma mère est tombée malade et donc du coup en Guyane, mais ça a été déjà un choc bien sûr, mais au-delà de ça, ça a été assez complexe parce que très brutalement en fait, ses capacités de communication avec les autres ont complètement évolué, donc c'est devenu de plus en plus compliqué de l'avoir au téléphone, d'avoir une conversation cohérente avec elle. Le personnel, enfin les médecins et tout semblaient pas trop comprendre ce qui se passait, ils savaient pas. Et mon père du coup, donc qui vit avec elle, était décontenancé par rapport à ça. Faut savoir que j'ai une grande sœur, elle habite aussi en région parisienne. Et on a parlé et puis assez rapidement on s'est dit non mais en fait ce serait bien qu'on aille voir ce qui se passe quand même. Et puis j'en ai parlé du coup à mon employeur qui a été très ouvert là-dessus et puis j'ai pu du coup me rendre en Guyane tout en télétravaillant, hein, donc j'ai pas posé des congés ou quoi, mais ça a été assez complexe parce que du coup pour ceux qui savent pas, en Guyane il y a un décalage horaire de 4 ou 5 heures selon la période de l'année. Le matin, je télétravaillais et l'après-midi, j'étais aidante à temps plein, on va dire ça comme ça. Et ça m'a permis d'être sur place et de prendre la mesure de la situation. Et puis aussi, j'ai sans le savoir, hein, j'ai mis le pied dans le monde des aidants. J'ai découvert plein de choses. J'ai tâtonné. J'ai loupé des marches parfois. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu avoir cette possibilité-là et d'avoir été à leur côté, quoi, tout simplement. Deux choses, en fait, tu t'es retrouvée bloquée avec le confinement. Donc... Oui, aussi. C'est ça qui m'avait surprise quand je t'ai discuté avec toi, c'était me dire, mince, c'est vrai que tu pars à l'autre bout pour aider tes parents et tu te retrouves confiné. Que tu sois en Guyane ou tu sois à l'autre bout de la France, tu te retrouves coincé à pas pouvoir bouger puisque tu as 1 kilomètre autour de chez toi pour le premier confinement. Pour le premier confinement, j'étais ici en Guyane, c'est à la fin du deuxième, je suis partie à la fin du deuxième confinement. Et je me suis retrouvée confinée en Guyane puisque les dates de confinement étaient un petit peu différentes. Donc j'ai été confinée en Guyane. Au moment où je devais repartir et revenir sur Paris, ça n'a pas été possible parce que les modalités de voyage avaient changé. C'était très complexe.
Le contexte sanitaire était différent aussi, on vivait pas la même chose. Oui, c'est arrivé après, en fait, Pour après nous. exact, exact. Et pour ceux qui se souviennent, à l'époque, au Brésil, la situation sanitaire était très tendue en fait. Et donc du coup, il y avait, on craignait que ça impacte également sur la population guyanaise. Et donc du coup, Enfin, tu t'es retrouvée à pas pouvoir rentrer en France, dans tous les cas? exact, ouais. OK. Bon, tu as eu donc la possibilité de télétravailler, ce qui était déjà énorme, de pouvoir rester là-bas et de pas te retrouver complètement bloquée et tu as eu donc la possibilité du coup de les gérer tous les 2 à domicile quand ils sont rentrés à domicile, qui se sont retrouvés en fait ta maman est rentrée à domicile. Il faut savoir qu'au tout début, ma mère n'était pas hospitalisée parce que du coup, comme les médecins ne comprenaient pas ce qu'elle avait et n'arrivaient pas, enfin, en fait, elle faisait plusieurs allers-retours aux urgences, mais à chaque fois, on la gardait pas. Donc, elle n'était pas hospitalisée, elle était à domicile dans un état très problématique, hein, clairement. Moi, j'ai pas reconnu. Enfin, c'est pas que j'ai pas reconnu, c'est que j'ai été profondément choquée de la voir comme ça. Voilà, alors que je l'avais vue quelques mois avant. Donc ça a été long, ça a été un long périple. Début février, ma mère a été hospitalisée pendant un mois. Et là, ça a été assez long, ça a été très compliqué. Entre guillemets, si je caricature un petit peu, on la renvoyait de service en service en disant mais non, ça relève pas de nous, mais non, ça ne relève pas de nous, mais non, ça. Mais effectivement, il y a quelque chose qui va pas, mais on ne sait pas trop. À ce moment-là, mon père était déjà malade, mais nous on le savait pas puisque mon père en fait, il a eu un cancer de la peau et son diagnostic est arrivé que 3 mois après. Et c'était pas forcément le meilleur. Enfin, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour ça? Je ne crois pas, mais en fait, c'était le moment où on arrivait à peine à sortir un peu la tête de l'eau par rapport à l'état de santé de ma mère. Ça commençait à peu près à se stabiliser. Et puis, C'est lui qui a pris le relais? voilà, voilà. Et donc tu t'es retrouvée avec les 2 à gérer? C'est ça, c'est ça. Là, je sais pas si c'est une chance, en tout cas, le privilège que j'ai eu, c'est que du coup, pendant ce laps de temps-là, ma sœur a pu nous rejoindre également. Donc du coup, elle a pu nous rejoindre avec son mari, et c'était bien en fait d'être tous ensemble, ne serait-ce que psychologiquement. Et puis je pense que pour mes parents, ça leur a fait beaucoup de bien également de se sentir entourés, de voir que qu'on était là avec eux et que surtout on suivait les choses et on essayait de mettre en place un parcours de soins adapté pour eux. Enfin, certainement, il y a plein d'aidants qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais moi, j'ai été vraiment étonnée pour le coup de voir que on se retrouvait pas mal isolés en fait, en tant qu'aidant et en tant que famille de malades dans le parcours de soins parce que parfois on n'a pas de diagnostic, donc c'est assez compliqué parce que du coup il y a des symptômes mais on nous dit non tout va bien ou alors non mais je sais pas ce qu'elle a donc Oui, puis on te voilà, laisse comme ça là, hop, c'est ça. tu ressors Et des parfois urgences et puis tu te débrouilles, hein, avec ça. exactement. Et puis parfois tu as un diagnostic et puis c'est tout en fait. On vous dit bon ben rentrez chez vous. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Enfin, qu'est-ce qu'on fait après? Quelles sont les prochaines étapes? Quelles sont les choses qui peuvent être mises en place pour améliorer ou accompagner le quotidien? Et vraiment, par rapport à ça, enfin, moi, je me suis sentie vraiment presque abandonnée en fait à ce niveau-là parce qu'en fait, toute la partie administrative, etc., c'est moi qui m'en occupais. Et je me suis retrouvée en fait à faire mes propres recherches, à passer mes nuits sur Internet, à regarder ce qui était possible, qu'est-ce qui était conseillé dans ce type de cas-là, de voir des témoignages de personnes qui étaient passées par là, de aussi relativiser parce qu'en fait, vu que ce sont des choses qui sont pas prises en compte, on culpabilise aussi le fait de se dire mais en fait je me sens mal et j'arrive pas trop à mettre des mots dessus ou alors on me dit mais en fait on a évité le pire donc ça va aller. Oui, mais est-ce qu'on peut juste parler de ce qui vient de se passer? Tu vois? Et j'ai découvert tout ça, je suis tombée dedans un peu. On n'ose pas anticiper, on n'ose pas apprendre avant, on n'ose pas se pencher sur l'éventualité que ça peut arriver, parce que c'est un scénario, difficile. Exactement. Et puis moi, j'étais vraiment confrontée au peu d'informations en fait qui étaient à notre portée et qui étaient aussi transmises ou par le personnel soignant, puisque
Après, évidemment, c'est peut-être pas forcément leur métier, etc., mais ne serait-ce que de rediriger vers d'autres plateformes ou pas, ça, j'ai pas eu, en fait. Et du coup, il y a toute une phase de recherche soi-même à faire. Et ça, pour le coup, c'est du boulot. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ensuite, il y a 2 choses qui te sont arrivées qui sont identiques à ce qui m'est arrivé moi avec, Sweet Mhm. Papi. La première chose, c'est que, il fallait trouver une organisation qui puisse s'occuper d'eux et la deuxième chose, toi comme moi, il a fallu retourner au boulot à l'époque, quand c'est arrivé. C'est-à-dire toi rentrer en France, moi refaire 600 kilomètres pour rentrer chez moi, puisque je n'habitais pas sur place et comment, les laisser seuls, à domicile. C'est ça, ça a été, du coup, une fois que le diagnostic tombe, une fois qu'on comprend aussi que là maintenant on s'installe dans quelque chose qui va être sur du moyen à long terme, parce que tu sais, enfin, en tout cas pour ma part, pendant un temps on s'est dit bon ben c'est passager, on va trouver ce qu'elle a, elle va guérir et puis la vie va reprendre son cours comme avant. Et puis il y a le moment où tu comprends que non en fait. Là on s'installe dans quelque chose qui ça va faire partie de la vie et il faut l'intégrer. Il faut trouver une façon de fonctionner avec et sans s'arrêter de vivre. Et donc du coup ça a été un long processus, pas mal de démarches, pas mal de procédures et du coup qui dit démarche dit attends, voilà. Et puis c'est aussi compliqué parce que du coup à chaque fois moi j'expliquais ben écoutez moi je suis de passage ici, il faut que je rentre ensuite sur Paris pour travailler. Donc j'aimerais bien est-ce que vous pouvez me donner des délais, ça va prendre à peu près combien de temps? On me disait ah oui vous allez ah d'accord. Ah bah ça risque d'être compliqué. Oui, mais ça va prendre à peu près combien de temps? Ah ben 4 à 6 mois. Et là, et là tu te décomposes. «Mais non, mais il faut que je rentre moi!» Déjà, il y a le fait de te dire OK, il faut que je rentre et après tu te dis mais pendant ce temps, il se passe quoi en fait? Il faut gérer les journées et c'est difficilement tenable en l'état, tu vois? Donc dans le dossier de mes parents, particulièrement de ma mère, bah, il y a eu plein de choses qui se sont passées un peu plus vite que prévu. Par exemple, au début, on nous avait dit, bah, faudra attendre au moins 4 mois pour avoir une réponse. Et puis, j'ai eu une réponse au bout d'un mois. On m'a dit, oui, mais vous savez, ce type de cas, c'est un peu compliqué. Ça va prendre du temps. Parfois, les malades ne veulent pas trop s'adapter aux auxiliaires. Ma mère, elle a une auxiliaire très vite avec qui elles sont entendues très rapidement. Elles se sont prises d'amitié, donc ça a été chouette. Et puis oui, plein de petites choses comme ça qui se sont bien goupillées et qui ont permis à un moment donné de lever un peu le pied. Et donc du coup de te dire: «Beh, c'est bon, je peux rentrer. Tout est en place et je peux rentrer, en France et reprendre, la le cours de ma vie». Oui, oui, un petit peu, mais après, enfin, comme je t'ai dit, ben, mes parents sont tombés malades un peu en quinconce, donc du coup, quand j'ai pu lever le pied un peu pour ma mère, bah, il a fallu replonger dedans pour mon père. Donc oui, mais quand même, au bout d'un moment, j'ai pu plus ou moins sereinement me dire, ok, là il y a ce qu'il faut en place, il y a la possibilité de se dire, bah, je peux rentrer et les choses vont rouler différemment, mais vont tourner et les choses vont se passer tant bien que mal. Et donc aujourd'hui, tu gères, leur quotidien à distance avec ta sœur? Je suis la personne qu'on contacte quand il y a un problème. Et oui, je gère à distance. C'est pas forcément évident parce que encore une fois, bah, le décalage horaire, voilà. Et puis il y a aussi le fait de pas être en présentiel. Parfois c'est plus simple. Parfois c'est plus simple de se dire bon ben on peut se prendre un rendez-vous. Je passe vous voir la semaine prochaine. Mais là non. Être aidant à distance, il y a toute une part de confiance qu'on doit pouvoir accorder aux autres, au personnel qui gravite un peu autour, qui est plus facile quand on peut passer de temps en temps à vérifier si tout va bien. Là, on doit juste faire confiance en fait. OK. Qu'est-ce qu'il a manqué au tout début? En dehors de la partie émotionnelle, c'était quoi qui t'a fait, un peu vaciller au départ, en fait? À mon sens, je pense à deux choses. D'abord,
le manque de mise en commun parce que dans le cas de ma mère, donc ma mère a été diagnostiquée d'une maladie proche d'Alzheimer. Donc au début, on ne savait pas de ce que c'était, de quoi ça relevait, etc. Donc elle a vu différents spécialistes et qui se passait pas forcément le mot entre eux. Donc du coup, je me retrouvais à chaque fois à faire un récapitulatif, lui trimballer tout son dossier médical qui était gros comme un classeur d'université, tu vois. Voilà, donc à faire ça, à faire le lien entre les différents services, les différents médecins, les différents les hôpitaux, etc. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui m'a manqué, le fait que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de liens et le fait que bah du coup on se rend compte sur le tas que notre parole en tant qu'aidant a toujours un peu moins de poids que celui d'un médecin, alors que pourtant on est ceux qui vivent au quotidien avec les malades, on est ceux qui les ont connus avant aussi, donc qui sont plus à même en fait à voir la différence. Et pourtant c'est pas toujours entendu. Donc ça c'est la première chose qui m'a manqué. Et deuxièmement c'est ben la difficulté d'accès à l'information, ben pour tout ce qui est accompagnement de l'aidant et puis accompagnement du malade en perte d'autonomie. C'est l'accompagnement de l'aidant, c'était le fait de pas pouvoir dire: «OK, par exemple, j'appelle, tel numéro et j'aurai toutes les informations», ou c'est de l'écoute? Ben, d'abord, la partie administrative, de savoir, ben, OK, vous pouvez frapper à telle porte. Et puis après, oui, la partie, la partie psychologique, émotionnelle, de se dire, ben, je suis pas la seule à passer par là. Ce que je ressens, c'est normal. Et puis, Comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui? mes parents vont mieux, vont mieux. Donc mon père, a été opéré du coup entre-temps. Ses résultats sont bons. Il continue du coup à avoir des examens trimestriels de suivi, mais ses résultats sont bons jusqu'à maintenant. Et bon, bah c'est de bon augure pour la suite, donc on est content. Ma mère, maintenant qu'elle a un diagnostic, ben, elle peut avoir un traitement adapté qui la stabilise. Donc ça aide pour le quotidien à fluidifier le quotidien. Maintenant, on est aussi conscient du fait que c'est une maladie qui est très fluctuante, donc les journées sont différentes et puis on a parfois des surprises, mais ça va beaucoup mieux en tout cas. Et comment ton père réagit par rapport à ça? Parce que j'imagine que lui, c'était physique, mais que moralement, intellectuellement, il a toutes ses capacités. Ça a été, ça a été, ça a été très difficile pour lui. Déjà en premier temps parce que ben il comprenait pas et on a mis plus d'1 an à avoir un diagnostic, donc il comprenait pas comme nous tous, hein, mais comme il est celui qui vivait avec elle au quotidien, ben ça voulait dire aussi chamboulement complet ben, de tout le quotidien, de toutes les tâches quotidiennes. Il faut savoir que ma mère était ben, celle qui s'occupait de toute la partie administrative de leur couple et puis tout d'un coup ben ce sont des tâches qui restent un peu en plan et il faut les gérer, tu vois. Donc ça n'a pas été évident et puis aussi ben il y a aussi la phase un peu de découverte de la maladie, de savoir ben qu'est-ce que c'est, comment faire avec, en quoi ça change les relations qu'on a maintenant avec la personne, comment adapter les choses. Et puis maintenant du coup mes parents ils sont dans la soixantaine, donc ça veut dire que c'est toute une vie d'habitude qui change. Mais là en fait on entre dans un processus qui sera plus ou moins long. Donc l'idée c'est pas de tenir la journée ou le mois, l'idée c'est de tenir la distance. Donc c'est un process qui est pas évident à faire en fait, hein, parce que ça demande aussi, je pense, de l'humilité et de prendre un peu de recul et puis de faire face aussi à la situation, de se dire ben ce sera plus comme avant. Dans le parcours qu'on a eu toutes les 2, on a à peu près la même chose et je me dis que, elle est aidante, donc là, ton père est aidant de ta mère.
toi, tu es aidant de ton père et ta mère, voilà, il manquerait plus que ce soit nous qui soyons, avec quelqu'un qui vienne nous aider aussi. Bon, on va tenir le coup, hein, on va tenir le coup. Heu, mais voilà, c'est ça, c'est cette particularité-là. Et du coup, tu as tout à fait raison et enfin, en t'écoutant, ça m'a fait penser à autre chose aussi, c'est que, bah, du coup, mon père aussi, pendant cette période-là, lui aussi était malade, mais je pense qu'il a été tellement, à un moment donné, accaparé par son rôle d'aidant que il avait du mal aussi à, entre guillemets, exister en tant que malade et à trouver normal et légitime qu'il puisse prendre un temps pour lui, tu vois. Et le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation, il faut que tu protèges les 2, Exact. du coup. Donc ça te fait double, je vais pas dire double peine parce que c'est important de les aider, mais c'est double difficulté et ça C'est nous ça, ça nous c'est ronge, ça. hein. Ça nous ronge de savoir qu'il y en a d'un seul coup 2. Mais le scénario aujourd'hui, il existe, et il existe beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir nos 2 parents qui d'un seul coup deviennent dépendants et qu'il faut savoir, gérer, en même temps, avec 2 Mmh. pathologies parfois et souvent différentes. Exactement, ouais. Voilà, donc il faut le prendre, du bon côté. Je voudrais que si ça te dérange pas, tu me parles de la cuisine de ta maman. C'est-à-dire, est-ce qu'elle cuisine toujours aujourd'hui? Elle doit cuisiner, elle fait toujours à manger? Oui, très bonne question parce que justement la cuisine de ma mère est très en fait, elle a toujours été très importante, au sein du foyer, dans la famille. Ma mère a toujours cuisiné, ça a toujours été quelque chose, bah, qu'elle aimait faire et qu'elle aimait, partager avec les gens qu'elle aime quoi, tout simplement. Et donc du coup, oui, ça a toujours été enfin, les plats de ma mère nous ont toujours accompagnés. Je dis «nous», donc en parlant de mon père et ma sœur et puis, ceux qui venaient à la maison, nous ont toujours accompagnés et pour moi, ça a toujours eu une saveur un peu particulière parce que, bah, donc c'est un peu la cuisine réconfort, quoi. La cuisine qui fait du bien, bien assaisonnée, bien relevée, hem limite tu la manges et tu ressens en fait tout l'amour. Donc c'est un peu ça et puis du coup, il y a eu aussi avec la maladie de ma mère, une période où elle a pas pu cuisiner, où, pendant, de longs mois et ça nous a, bah, ça a fait un manque clairement pour nous, mais aussi pour elle parce que du coup, elle avait aussi du mal à prendre goût à ce qu'elle mangeait parce que c'était différent forcément, de ce qu'elle cuisinait. Et puis quand elle a été de nouveau capable de cuisiner, ben on a vu tout de suite que ben, qu'elle avait tous ses repères en fait, que qu'elle Il y avait était pas dans d'erreur sa particulièrement alors qu'elle avait il y quand même avait voilà, il y avait pas enfin elle a ouais, il y avait pas d'erreur, elle a retrouvé tous ses repères alors qu'elle était restée pendant plusieurs mois sans forcément cuisiner ou quoi et puis on a retrouvé le goût de ces plats enfin c'était et je me souviens encore du premier plat qu'elle a fait après quelques mois où j'avoue que ce jour-là nous on était un petit peu sceptiques on la regardait faire en disant bon ben peut-être qu'on l'assiste et elle nous montrait que non laissez-moi tranquille et quand on est passé à table on avait limite les larmes aux yeux en fait parce que elle avait beau avoir perdu un peu la mémoire, pour ce que c'était pour la cuisine, en particulier, c'était, ouais cuisine thérapie quelque part. c'est ça ouais. C'est ça, hein. Exactement. Alors je suis désolée de te parler de ça, mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie des petites choses comme ça et donc je suis heureuse de t'entendre dire que, la cuisine de maman, est restée centrale et vous a réunis, à nouveau. Une des premières personnes à m'avoir apporté son témoignage et sa confiance dans ce podcast a écrit une très belle phrase dans son livre « Devenir le parent de son parent ». Pour résumer le quotidien de nos aînés et notre position par rapport à eux, elle a indiqué « Un aidant, c'est un chef de projet ». Alors pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans l'immobilier, j'ai comparé ça à un maître d'œuvre. Parce qu'en fait, ton proche, durant toute sa vie, il a bâti, il a construit sa vie autour d'un environnement qui le sécurisait. Quand ça bascule, il veut rester autonome.
Et la mission en qualité de chef de projet, de maître d'œuvre, c'est de lui garantir qu'il peut rester debout, qu'il peut continuer à vivre presque normalement. Moi, je veux en plus pouvoir lui garantir la solidité de son bâti, corps et esprit, l'acceptation des nouvelles normes en vigueur qui apparaissent autour de lui, la préparation des futures fondations, parce qu'il y a des choses à mettre en place, avec l'accord de toutes les parties prenantes. Et surtout, la garantie peut-être décennale qu'il sera protégé de tout vice de forme pendant longtemps. Alors même si c'est court, et quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.